Docteur Xavier Copy, vous êtes cardiologue au CCN, hein, on a rendu hommage au CCN. Vous avez eu la gentillesse de remplacer au pied levé le docteur Olivier Puot, hein, qui devait faire cette intervention, donc je vous remercie beaucoup. Avec vous, donc, on va parler de l'arythmie. Hein. On a dit une pompe, un rythme des tuyaux. Quand le rythme se détraque, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça tout de suite avec vous. Je vous rappelle la loi de la clochette. À -5, un premier coup. À -1, j'ai même pas eu besoin de le faire. Bravo Stéphane d'avoir respecté le timing. À -1, il faut conclure. Voilà, je vous laisse le plateau. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors j'ai juste 2 diapositives, mais on va pouvoir parler des problèmes de troubles du rythme. Donc, d'abord, c'est une tâche un petit peu difficile de parler des troubles du rythme. C'est une des spécialités de la cardiologie qui est un peu la moins bien comprise. Des médecins, les cardiologues la comprennent bien de mieux en mieux, mais on a un petit groupe, les rythmologues, où parfois on est considéré comme des gens un peu dans leur monde et un peu particuliers. Alors pourquoi quelles sont les raisons de la peut-être moins bonne compréhension des troubles du rythme par rapport aux autres maladies du système cardiovasculaire? Je crois qu'il y a des raisons qui sont à la fois physiologiques et des raisons qui sont historiques. Le cœur comme organe mécanique est assez bien compris. On comprend la circulation, on comprend d'où vient le sang, comment il repart. On a un peu de mal au début, la petite circulation, les poumons, la grande circulation, les artères. Mais la commande électrique du cœur que vous a décrit Stéphane Tabet est moins bien comprise. Donc il a très bien décrit, je ne vais pas revenir sur cette description. Il faut quand même savoir que si vous isolez dans une préparation scientifique un cœur, vous le coupez, vous l'isolez de tout le système nerveux végétatif qu'il commande, il continue de battre tout seul. Il faut lui apporter des nutriments, l'oxygène, mais vous pouvez couper un cœur de souris, le mettre dans une préparation qu'on appelle de Langendorf, et vous le perfusez avec de l'eau, du sel et de l'oxygène, et il va continuer de battre pendant plusieurs heures. Pourquoi? Parce qu'il a un système automatique qui est le... Est-ce que j'ai une petite flèche? Oui. Qui est le nœud sinusal. Il sera à une certaine fréquence. Il ne pourra plus ni s'accélérer ni se ralentir comme le nôtre le fait quand on fait un effort, mais il aura une certaine fréquence. Donc c'est un muscle particulier parce qu'il a une commande particulière, parce que cette commande lui permet de battre tout seul. Quand vous voulez contracter votre biceps, vous dites « je vais contracter mon biceps », mais heureusement, vous n'avez pas besoin de vous dire « je vais contracter le cœur » parce qu'on s'arrêterait assez vite d'y penser. Donc il bat tout seul. Donc la rythmologie, c'est toute cette spécialité qui s'intéresse aux anomalies de la commande du cœur. Et pourquoi, pour des raisons historiques, les médecins ne sont pas tout de suite beaucoup intéressés à la rythmologie, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de traitements. Les premiers traitements qui sont arrivés pour les anomalies du trouble du rythme, c'est les traitements des ralentissements du cœur. Alors ça, le premier pacemaker implanté, ça a été en 1958. Avant, les gens avaient le cœur qui se ralentissait. Certains avaient inventé des pacemakers qu'on traînait sur des chariots. Alors c'était un peu compliqué. Les sondes sortaient de l'organisme. Il y avait un chariot. Et puis quand la pile voulait bien marcher, on survivait. Puis quand ça s'arrêtait, c'était extrêmement compliqué. Les Américains avaient commencé comme ça. Puis il y a un Suédois qui s'est dit, il avait un patient de 43 ans, en 58, il était né en 1915. Et il s'est dit, je vais fabriquer un pacemaker. Il l'a fabriqué dans la nuit dans une boîte de cirage, mis une petite pile, le lendemain, le chirurgien l'a implanté avec une sonde sur la surface du cœur, et à partir de ce moment-là, ça a duré 24 heures, ce premier pacemaker. Il en a fait un deuxième le lendemain, ça a duré 1 mois, et le patient a vécu 43 ans. Il l'a eu à 43 ans, il est mort à 86 ans, en 2001, après avoir eu, c'était les débuts, une trentaine ou une quarantaine de pacemakers dans sa vie. Les premiers duraient peu de temps, c'était des piles au lithium, des piles au mercure, et petit à petit, les progrès de la rythmologie ont fait que tous les patients qui ont eu des cœurs lents ont pu être implantés. Alors là, les ralentissements du cœur, les cardiologues s'y sont beaucoup intéressés parce qu'ils avaient un superbe traitement. Et donc, depuis 1958, les années 60, on a mis des pacemakers. Et donc,
tous les cardiologues connaissaient très bien tout ce qu'on appelle en fait les ralentissements du cœur. C'est des problèmes de blocage de l'influx électrique, soit que le nœud sinusal ne veut plus marcher, soit que le nœud auriculo-ventriculaire est fatigué, soit qu'il y a des blocages de l'influx électrique ici. Et donc, cette commande ici se bloque ou se ralentit beaucoup, et donc les ventricules ne vont plus se contracter à la commande. Et donc, les cardiologues s'intéressaient beaucoup au ralentissement, et puis il y avait quelques farfelus qui relisaient des électros et qui disaient « le cœur s'accélère ». Mais comme on ne savait pas trop quoi en faire, on voyait des gens qui faisaient des belles descriptions d'électrocardiogrammes, de troubles du rythme, et puis on n'avait pas de médicaments, pas de traitement, et ça patinait un petit peu, quoi. Et puis dans les années 80, il y a eu les premiers médicaments antiarythmiques. Les médicaments antiarythmiques qui ont donc un gros développement dans les années 70-80. En fait, on sait, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, on s'est aperçu, certains disent qu'ils sont, les optimistes disent qu'ils sont souvent utiles, parfois dangereux, les pessimistes, parfois utiles, souvent dangereux. Moi, à mon avis, c'est qu'ils sont parfois utiles et parfois dangereux. Donc il y a eu un développement, ils sont encore très utilisés, mais limités à un certain nombre de patients, et beaucoup de patients qui ont des troubles du rythme ne peuvent pas recevoir des antiarythmiques parce qu'ils sont trop dangereux dans beaucoup de situations. Et donc, les rythmologues ont commencé à inventer des appareils et des procédures pour aller brûler les endroits qui donnent les troubles du rythme. Alors, le premier appareil qui traitait les cœurs trop rapides, c'est le défibrillateur qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Mirovski, qui était en Israël et puis qui est parti aux États-Unis et qui a imaginé que les gens qui faisaient de la fibrillation ventriculaire, dont la fibrillation ventriculaire, c'est le cœur qui s'arrête, quoi. Et il a implanté un premier appareil à une dame qui faisait des fibrillations ventriculaires. L'appareil détectait que le cœur s'arrêtait, envoyait un choc et ressuscitait, avec le terme américain, et ressuscitait le patient. Et là, ça a été le début d'un énorme développement du traitement des troubles du rythme, qui sont les défibrillateurs. Les premiers étaient très gros dans le ventre, avec des longues sondes. Maintenant, ils s'implantent de façon relativement facile, sous la peau, en position juste devant le pectoral. Et donc, ce développement a été absolument fulgurant entre les années 80 et maintenant. Alors, l'autre grand développement pour le traitement des troubles du rythme, ça a été tout ce qui est les procédures d'ablation des tachycardies. Alors, les tachycardies, c'est le cœur qui est accéléré. Elles peuvent se situer au niveau des oreillettes, entre les oreillettes et les ventricules, et au niveau des ventricules. Et donc, le développement de l'ablation, c'est l'idée d'aller... Si vous avez un trouble du rythme, on va prendre un trouble du rythme très simple qui tourne dans l'oreillette droite, eh bien, quelqu'un a trouvé un endroit critique qu'il fallait brûler pour empêcher ce flotteur atrial, flotteur, on dit auriculaire ou atrial. On monte une sonde qui arrive donc on pique une veine fémorale au pli de l'aine. On monte une sonde qui arrive dans l'oreillette droite. On repère anatomiquement et électriquement l'endroit où passe ce circuit. On fait une brûlure. Le flotteur s'arrête et ne revient pas. Donc ça a été un développement. Donc quand on a commencé, au début on traitait les flotteurs atriaux. En fait, cette découverte, elle a été faite un petit peu par hasard. C'était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ils avaient mis une sonde pour enregistrer l'activité électrique du cœur sur ce qu'on appelle le faisceau de His ici. Ils avaient mis une sonde et puis ils ont eu besoin de faire un choc électrique au patient. Ils font le choc électrique au patient, il y a un court-circuit qui se produit et ils brûlent le faisceau de His. C'était embêtant pour le patient parce qu'il s'est retrouvé avec un bloc entre les oreillettes et les ventricules. Il a fallu lui mettre un pacemaker. Mais en même temps, ils ont compris qu'on était capable d'aller brûler les endroits où se passaient les troubles du rythme. Donc, le grand développement a été d'abord le traitement des flotteurs. On a des tachycardies qui se passent dans le nœud auriculo-ventriculaire qui s'appellent les tachycardies de Bouvray. Vous avez à cet endroit-là 2 circuits et on peut aller brûler un des 2 circuits pour éviter que ce petit circuit qui se met à tourner sur lui-même donne des tachycardies. On a des tachycardies qui se passent dans le ventricule. Alors on passe dans le ventricule droit, alors on passe par la veine ici, on descend là et puis on va brûler un circuit qui se trouve dans le ventricule droit. Dans le ventricule gauche,
on peut passer soit par l'aorte ici, alors on pique une artère, on monte la sonde, on passe par l'aorte et on arrive dans le ventricule gauche. On peut aller dans le ventricule gauche en passant au travers des oreillettes. Enfin, on peut aller à peu près partout pour traiter les troubles du rythme à différents étages dans le cœur. Alors, je veux maintenant vous parler de... On va passer à la deuxième diapositive, si j'y arrive. Ah bah, voilà. De la fibrillation atriale, qui est un des troubles du rythme les plus fréquents et les plus embêtants pour les patients. Qu'est-ce que c'est que la fibrillation atriale? C'est une désorganisation du rythme cardiaque. Vous avez vu tout à l'heure l'électrocardiogramme qui vous a été présenté par le docteur Tabet. Vous aviez une belle onde P et un QRS derrière. L'onde P, c'est l'activité de l'oreillette. Le QRS, c'est l'activité du ventricule, l'activité électrique. Hein. L'électrocardiogramme enregistre l'activité électrique du cœur. La fibrillation atriale, c'est une désorganisation complète de l'activité électrique des oreillettes. Alors, qu'est-ce que c'est un trouble du rythme qui est très fréquent. Chez les personnes âgées, ça touche 15-20% de la population. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Parfois, ça n'a aucune conséquence. Il y a des gens qui ont de la fibrillation atriale, ils ne sentent rien. Ils sont à risque, je vais y revenir, mais ils ne sentent rien, il ne se passe rien, ils ne sont pas essoufflés, ils vont bien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas les soigner, mais parfois il n'y a vraiment aucun symptôme. Le premier symptôme qui parfois gêne les patients sont les palpitations. C'est-à-dire que les patients sentent leur cœur battre, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas, normalement on ne doit pas sentir son cœur battre, mais quand vous le sentez de façon irrégulière, en particulier, si vous le sentez, les gens le sentent par exemple à l'effort, le cœur s'adapte mal à l'effort et se met à battre de façon très irrégulière à l'effort, ça peut être très désagréable. Les gens le sentent le soir parce qu'ils se couchent sur le cœur et ils sentent leur cœur qui bat de façon irrégulière. C'est aussi c'est gênant, c'est angoissant. Donc les palpitations sont une des conséquences des troubles du rythme et en particulier de la fibrillation atriale. Mais en soi, si on avait que des palpitations, peut-être qu'on ne s'en occuperait pas autant que ça. C'est une petite gêne, ou parfois pour certains patients, c'est une gêne très importante, mais ce n'est pas si important que ça. Le problème de la fibrillation atriale, c'est que les petits circuits qui sont représentés ici correspondent en fait à des dépolarisations, c'est-à-dire une activité électrique de l'oreillette qui est très rapide, qui est entre 300 et 400 par minute. En étant entre 300 et 400 par minute, en fait, le cœur ne bouge plus. Vous savez qu'on a une fibrillation ventriculaire, quand c'est les ventricules qui fibrillent, il est entre 300 et 400 par minute, il s'arrête, on est mort si personne ne fait une défibrillation. Soit on a un défibrillateur qui est déjà implanté, soit il y a un défibrillateur semi-automatique qui est à côté et quelqu'un qui s'en sert tout de suite et qui vous sauve, soit le SAMU arrive avec un défibrillateur ou l'infirmière si on est dans un service. Donc la fibrillation ventriculaire, le cœur s'arrête. Heureusement, la fibrillation atriale, le cœur ne s'arrête pas, c'est que les oreillettes qui s'arrêtent. Mais en s'arrêtant, ça provoque un effet qui est très néfaste, c'est de faire mal circuler le sang au niveau de l'oreillette, et en particulier de l'oreillette gauche. Et en faisant mal circuler le sang, il stagne un peu, et en stagnant, il peut fabriquer des caillots. En fabriquant des caillots, quand vous fabriquez un caillot dans l'oreillette gauche, ben, l'oreillette gauche, ça alimente le ventricule gauche, et le ventricule gauche, ça alimente tout l'organisme. La majorité, plus de 20 ou 25% du sang monte vers le cerveau. Et la disposition anatomique des carotides, des vaisseaux qui vont vers le cerveau, fait que quand on a un caillot qui est dans l'oreillette gauche et qui se détache, il a une tendance à aller vers le cerveau. Et donc, la fibrillation atriale est responsable d'hémiplégie, d'accidents vasculaires cérébraux, avec les hémiplégies, toutes les conséquences des accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est pour ça qu'on doit s'en occuper, même si on n'a pas de symptômes, même si on ne sent rien. Il y a des gens, et il y a tout un système de score, ça appartient plutôt aux médecins, mais il y a tout un système de score pour savoir qui a plus à risque de faire un caillot et plus à risque de l'envoyer vers le cerveau. Mais quand on a une fibrillation atriale, on doit se poser la question de savoir si on a un risque d'embolie qui est vers le cerveau, mais qui peut être aussi vers les jambes et vers d'autres, un peu en fonction du hasard, quoi. L'autre conséquence de la fibrillation atriale, c'est d'éventuellement provoquer une insuffisance cardiaque. Les oreillettes battent très vite. Le filtre ici, il est un peu variable d'un patient à l'autre.
Et quand les oreillettes battent très vite, généralement, le cœur s'accélère, est irrégulier. Il s'accélère plus ou moins en fonction de ce filtre ici, mais le plus souvent, il s'accélère. En s'accélérant, parfois beaucoup, le cœur peut avoir la fonction du cœur peut se dégrader. En se dégradant, il se contracte moins bien et les gens peuvent faire de l'insuffisance cardiaque. Et donc, c'est une conséquence néfaste et grave. Le docteur Laperche parlera de l'insuffisance cardiaque cet après-midi. C'est une maladie grave, un peu difficile à soigner. Et donc, on a intérêt à prendre en charge la fibrillation atriale pour éviter ces différentes situations. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour traiter la fibrillation? On a, globalement, les médecins ont deux façons de voir. On se dit, les gens sont en fibrillation, soit on va essayer juste de contrôler le rythme, on veut que le rythme cardiaque, le rythme des ventricules, soit pas trop rapide, soit juste dans la normale, entre 60 et 90, on va dire. Donc, soit on va essayer juste de contrôler la fréquence des ventricules, c'est ce qu'on appelle contrôler la fréquence, soit on veut contrôler le rythme et remettre les gens en rythme normal. Pour remettre les gens en rythme normal, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de donner des médicaments. Il y a des médicaments qui permettent de revenir en rythme normal. Je vous ai dit ce qu'on pense maintenant des antiarythmiques. C'est des bons médicaments, mais qui ont des risques. Il faut savoir les prescrire. Ce n'est pas des médicaments faciles à prescrire comme... je m'avance un peu, mais des médicaments comme le cholestérol ont beaucoup d'effets bénéfiques, assez peu d'effets secondaires. Les médicaments antiarythmiques ont parfois plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Donc, et parfois, il y a des patients, on a déjà des patients qui sont depuis 20 ans sous antiarythmiques et qui se portent très bien. Donc, mais il faut les utiliser à bon escient. Donc, les médicaments pour remettre en rythme normal, quand ça ne suffit pas, on hospitalise les gens pour faire un choc électrique externe. C'est une procédure qui consiste à être endormi. On est endormi 2-3 minutes. Parfois, on vérifie par une échographie où on fait avaler un petit tuyau qu'il n'y ait pas de caillot dans le cœur, parce que faire un choc quand quelqu'un a un caillot dans le cœur, ça risque de le déplacer. Voilà. Donc, on endort les gens quelques minutes, on applique un courant électrique avec un défibrillateur et on remet le cœur en rythme normal. C'est un effet temporaire. Le cœur revient en rythme normal presque toujours, mais ça peut durer 1 seconde ou 2 secondes en rythme normal ou 25 ans. Ça dépend du risque de récidive du patient pour des raisons médicales ou de l'utilisation des antiarythmiques. Et l'autre possibilité qui s'offre à nous maintenant, c'est de traiter par ablation les fibrillations. En fait, on a découvert que beaucoup de fibrillations viennent de l'origine des veines pulmonaires. C'est le retour du sang veineux pulmonaire vers l'oreillette. Et à cet endroit-là, il y a des petites fibres musculaires qui se désorganisent et qui provoquent la fibrillation auriculaire. Et donc, en allant brûler autour de ces 4 veines pulmonaires, l'endroit d'où part la fibrillation, on peut éviter la fibrillation. Donc c'est un nouveau traitement qui est apparu au début des années 2000 et qui s'est vraiment développé depuis 2010. Donc ce n'est pas un traitement très ancien, mais qui prend une place de plus en plus importante dans le traitement de la fibrillation. C'est le traitement par ablation de la fibrillation auriculaire, ablation qui consiste essentiellement à déconnecter les veines pulmonaires. Je ne sais pas si l'audience veut poser des questions ou si... Les questions, c'est dans les ateliers. Dans les conférences, d'accord, c'est dans les ateliers. Il n'y a pas de questions. C'est dans les ateliers. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Moi, j'aurais peut-être une petite question si vous êtes arrivé au bout. C'est que vous nous avez parlé d'arythmie. Ce qui intéresse aussi les gens aujourd'hui, c'est à partir de quel âge on se préoccupe de son rythme et on va voir qui? On va voir son généraliste d'abord, oui. Un petit électro, puis ensuite... alors, comment ça se passe? Alors, à partir de quel âge les gens font des arythmies on peut faire des arythmies très jeunes. Les sportifs très entraînés, en particulier les sportifs de fond, ils dilatent un peu leur cœur, les cyclistes. Mais les sportifs, donc, ils sont suivis. Mais monsieur, madame, tout le monde... Oui, il y a beaucoup de sportifs du dimanche qui ne sont pas suivis. Donc, ils détectent... Du dimanche. Absolument. Oui, du dimanche, les amateurs, quoi. Ils détectent, ils ont souvent des cardiofréquences-mètres, ils détectent que leur cœur, à l'effort, au lieu de monter tranquillement à 160, 170, passe à 180, 200, 220. Ils se disent c'est bizarre. Voilà. Donc, il faut... le dépistage, ça repose sur l'auscultation.
votre médecin généraliste va entendre votre cœur et puis se dire tiens, il n'est pas régulier. Parfois, vous sentez des palpitations et donc le cœur n'est pas régulier. Une des difficultés, c'est que quand on a de l'arythmie, elle ne s'installe pas forcément pour des jours ou des mois, elle peut s'installer pour une arythmie, c'est 30 secondes de rythme irrégulier. Et quand on a 30 secondes, ça peut être 30 secondes par 24 heures, mais c'est quand même une arythmie et elle peut avoir des conséquences en fonction de son âge, etc. Et donc, parfois, il y a une difficulté à retrouver le... Vous avez parlé aussi de fréquence. Alors maintenant, les gens avec tous les objets connectés mesurent très facilement la fréquence. En fonction de l'âge, il y a des fréquences à ne pas dépasser. Je crois que quand on vieillit... Alors ça, c'est les fréquences maximales qu'on calcule à partir de 220 moins l'âge du sujet. Mais clairement, quelqu'un qui a une montre connectée qui vous dit « je suis à 60 par minute, 70 », et puis tout d'un coup, le lendemain, la montre, vous voyez que le petit cœur qui bat, il bat de façon un peu irrégulière, et puis c'est à 110 ou à 90, c'est la montre, 60. là, c'est pas le cœur. Et alors, beaucoup de gens pensent que c'est la montre. Ouais. Les gens prennent leur tension, ils se disent « bon, c'est mon tensiomètre qui marche pas », parce qu'on dit le tensiomètre, il peut même pas... Mais souvent, en fait, c'est pas ça. Souvent, c'est une arythmie. Et donc là, il faut faire un électrocardiogramme, parce que la preuve de l'arythmie, c'est sur un électrocardiogramme, au moins 30 secondes consécutives d'anomalie de fibrillation, et donc faire un électrocardiogramme auprès de son médecin traitant, auprès du cardiologue pour Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le doute, on ne dit pas c'est la montre, dans le doute, on va voir son médecin. Oui, ça c'est... Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.